Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez tous ma présentation. Oui, on la voit bien. Très bien. Bon, voilà, donc je vous propose comme sommaire une petite introduction d'abord. Ensuite, assez brièvement, en fin de compte, comment se rendre sur Mars, la problématique générale, de manière très simple, en fait, en vérité. Et puis, je vais aborder ensuite la problématique de vivre. Comment vivre durablement sur Mars en partant de l'hypothèse qu'on essaye d'avoir une base permanente sur Mars. Et donc, on va regarder un petit peu quels sont les principaux domaines d'activité, comment on fait pour respirer, pour boire, manger, avoir de l'énergie et même aussi, pourquoi pas, fabriquer des objets. Et puis aussi la place de l'humain. Voilà, alors pour commencer, je vais quand même introduire Mars. Donc, Mars a un rayon de 3400 km, ce qui fait que, d'ailleurs, je peux passer la diapositive suivante, vous voyez, c'est grosso modo 2 fois plus petit que la Terre. Donc, si c'est 2 fois plus petit que la Terre, d'ailleurs, on peut en déduire que la gravité est environ 1/3 de celle de la Terre. Ensuite, donc, la période de rotation autour du Soleil est de 687 jours. Hein. Pour la Terre, bien sûr, c'est 1 an. Donc là, c'est pratiquement 2 ans. La période de rotation de la planète sur elle-même est de 24h40. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que la durée du jour et de la nuit, eh bien, pratiquement, c'est la même que sur Terre. Donc, on ne serait pas trop dépaysé, si vous voulez, au niveau du cycle jour-nuit. La température, bien sûr, là, par contre, évidemment, c'est beaucoup plus faible, moins 63 degrés en moyenne. Et encore, en vérité, il s'agit d'une moyenne, et il y a d'énormes différences de température, typiquement entre le jour et la nuit. Donc, la gravité, j'en ai parlé. La pression atmosphérique, 6 millibars. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les pressions atmosphériques, sur Terre, bien sûr, c'est 1 bar, c'est-à-dire 1000 millibars. Et la pression atmosphérique donc, de 6 millibars sur Mars, et c'est vraiment très faible. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas d'air sur Mars, un petit peu, mais pas beaucoup. Et en plus de ça, elle est composée de 95% de gaz carbonique. Donc, en plus, on ne pourrait même pas la respirer puisqu'il n'y aurait pas d'oxygène. On peut noter qu'il y a de l'eau, à l'état de glace en particulier, mais il n'y a pas d'eau liquide, pas de rivière, pas de lac, pas de mer, mais il y a de la glace, beaucoup de glace d'eau. Donc ça, c'est quand même très important, surtout si on veut l'exploiter pour donner de l'eau, par exemple, aux plantes, mais aussi pour boire. Et on a besoin d'eau de toute façon pour tout un tas d'activités. En ce qui concerne la vie, on sait que, a priori, on pense qu'il n'y a pas de vie actuellement sur Mars, pas d'organismes vivants, mais il y en a eu dans le passé, c'est possible, du fait qu'on sait qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars il y a des milliards d'années, et l'eau liquide est pratiquement l'élément fondamental qui permet le développement de la vie. Donc peut-être qu'il y a eu de l'eau liquide et donc de la vie dans le passé, et c'est encore à déterminer si on est à la recherche, si vous voulez, on est à la recherche des traces fossiles de vie sur Mars. Alors, est-ce que Mars est habitable? Donc, une petite chose aussi importante, c'est que la période de rotation de Mars sur elle-même, donc j'ai dit c'est 24h40, mais en plus, elle est un petit peu inclinée, Mars, lorsqu'elle tourne sur elle-même, sur son orbite autour du Soleil, et ce qui fait qu'il y a des saisons pratiquement les mêmes que sur Terre, avec un hémisphère nord, si vous voulez, et un hémisphère sud, qui est comme sur Terre, eh bien, il y a l'hiver, il y a l'été, et il y a un pôle nord et un pôle sud, où on voit très peu le Soleil, de manière identique à la Terre. Donc voilà une image avec, vous voyez, la calotte polaire de Mars. Donc il y a bien beaucoup de glace d'eau, hein, il y a de la glace comme sur Terre finalement au niveau des pôles. Voici une image de Mars qui montre qu'il y a eu aussi des glaciers il y a très longtemps sans doute, c'est une image sans doute de l'écoulement d'un glacier ou alors peut-être un écoulement catastrophique d'eau mais il y a très 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 longtemps. Ici, on voit encore des cratères quand même à la surface de Mars parce que l'érosion est beaucoup moins importante que sur Terre. Et puis, il y a une petite couche atmosphérique, comme je l'ai dit. Il y a, chose assez importante, il y a des volcans sur Mars qui ne sont pas en activité,
mais qui était en activité il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire à une échelle géologique d'environ quelques dizaines de millions d'années. Donc, il y avait des volcans en activité. C'est important parce que vous savez sans doute que l'activité géologique, eh bien, c'est ce qui crée les minerais intéressants à la surface d'une planète. Donc, il y a aussi évidemment l'érosion, il y a aussi l'eau, mais les volcans sont aussi leur part donc, pour obtenir des richesses minérales, si vous voulez. Comment se rendre sur Mars? Alors, je vais d'abord vous parler de ce qui se fait avec les robots, parce que vous savez tous sans doute que de nombreux robots ont été envoyés à la surface de Mars, donc Viking 1 et Viking 2 déjà en 1976, Sojourner en 1997, Spirit et Opportunity, ExoMars, Phoenix, enfin il y a tout un tas de robots. Donc on sait faire, c'est une chose importante, on sait envoyer des robots sur Mars. Cependant, si on sait envoyer grosso modo 1 tonne à la surface de Mars, eh bien c'est beaucoup plus compliqué d'envoyer des humains. Alors quelques mots d'abord sur la trajectoire interplanétaire pour aller sur Mars. Je vais vous montrer une simulation. Alors, je vais partager du coup, je vais vous partager en fait justement cette simulation, donc qui est là. Voilà. Donc, dans cette simulation, vous avez le Soleil et puis vous avez, de manière très simple, donc la Terre qui tourne autour du Soleil et Mars qui est, voilà, donc ici on a la Terre bien sûr et on a Mars un peu plus loin. Notez d'ailleurs que la trajectoire de Mars autour du Soleil n'est pas vraiment un cercle, c'est un cercle allongé, une ellipse. Et bien c'est comme ça, effectivement, la Mars ne tourne pas tout à fait de manière ronde autour du Soleil. Alors, si on veut envoyer un vaisseau vers Mars, donc je clique par exemple sur trajet vaisseau ici. Alors, j'arrête un instant quand même pour vous montrer ce qui se passe. Donc, le vaisseau, on a commencé à le lancer à ce moment-là, la Terre a un petit peu bougé, et pour des raisons économiques en termes d'énergie, si vous voulez, on est obligé de lancer le vaisseau dans cette direction-là, et la trajectoire de rencontre par rapport à l'orbite martienne, c'est ici. Et vous voyez, donc là, on a raté notre coup. Mars n'est pas du tout à cet endroit-là. Donc, si je continue ma simulation, vous voyez que le vaisseau il arrive à l'orbite de Mars, mais Mars n'est pas du tout là. Donc, on ne peut pas envoyer, en fait, en vérité, je vais tout recommencer, on ne peut pas envoyer le vaisseau n'importe quand vers Mars. Il faut attendre une configuration très particulière. Et ça arrive quand même tous les 2 ans et 2 mois. Vous voyez, c'est quand même pas si souvent que ça. Et ça dure que 15 jours, en vérité, la bonne fenêtre, si vous voulez, pour envoyer un vaisseau vers Mars. Alors, je ne sais même pas d'ailleurs le définir de manière très précise, moi, mais enfin, en gros, c'est à peu près à ce moment-là, ou quelque chose comme ça. Là, j'ai raté mon coup, c'était au deuxième pas. Enfin, en tout cas, vous voyez, c'est assez compliqué d'envoyer un vaisseau au bon moment vers Mars pour viser exactement la planète au bon moment. En tout cas, on est un petit peu contraint, si vous voulez, au niveau de la mécanique céleste. On ne peut pas faire un trajet directement de la ligne bleue vers la ligne rouge comme ça en très peu de temps, c'est impossible. Ça demanderait une énergie colossale, énorme, vraiment qu'on ne peut pas faire avec les fusées à l'heure actuelle. Donc, on est obligé d'avoir un cheminement comme ça, qui est pratiquement tangentiel à la surface terrestre. Bon, donc c'est un peu compliqué. Alors, je vais relancer maintenant. Donc, c'est PowerPoint. Donc, voilà. Il faut donc en vérité 6 à 8 mois de voyage pour rejoindre la planète Mars, et en partant au bon moment, vous avez bien compris. Et une fois qu'on est sur place, eh bien, malheureusement, c'est pareil pour le retour. Il faut attendre les bonnes dispositions planétaires, les bonnes configurations, et ça n'arrive que eh bien, pratiquement 5 jours après avoir atterri sur Mars. Et c'est pour ça qu'au final, on peut dire qu'il y a 6 à 8 mois de voyage, 500 jours sur Mars, 6 à 8 mois de voyage pour le retour, et un total d'environ 900 à 1000 jours. Donc, c'est très long. Un voyage et le retour vers Mars, si on veut en tout cas économiser un petit peu d'énergie, ce qui est quand même presque impératif, parce qu'il faudrait sinon des quantités terribles de carburant, en fait, et des fusées gigantesques. Et déjà, il faut qu'elles soient très grandes. Alors, combien de fusées pour aller vers Mars, en fin de compte? Parce qu'en plus, une fusée géante ne suffirait même pas, même dans les conditions optimales de trajet. Il y a tellement de choses à emporter, et voici quelques éléments essentiels.
un système de propulsion interplanétaire, un habitat spatial, un bouclier thermique lorsqu'on arrive dans l'atmosphère martienne pour se freiner. Il faut aussi un atterrisseur et un habitat de surface. Il faut pouvoir remonter. Il y a un véhicule de remontée en orbite, donc il faut aussi un petit vaisseau pour remonter et rejoindre l'habitat spatial et retourner avec le système de propulsion interplanétaire. Et puis quand on revient à la toute fin du voyage, il faut même une capsule, parce qu'on ne va pas atterrir avec un gros vaisseau, avec un gros habitat. On a besoin d'une petite capsule, comme pour les missions Apollo, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et s'il y a beaucoup de choses, eh bien, il faut pratiquement 4 grands vaisseaux lourds pour aller vers Mars. Donc, intéressons-nous maintenant à la question importante de peut-on vivre durablement sur Mars? Donc, voici une photo avec le grand vaisseau de SpaceX. Je vous propose en fait d'aborder ce problème selon plusieurs domaines d'activité, les systèmes énergétiques, la problématique de l'écosystème, les systèmes industriels, et puis l'environnement et cadre bâti et facteurs humains. Alors, les principes généraux, c'est quoi? Eh bien sûr, pour rester durablement sur Mars, il faut de l'énergie. Et ce qui est important déjà qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas d'hydrocarbures sur Mars, il n'y a pas de pétrole, pas de gaz naturel enfoui dans le sol, parce que ça c'est d'origine évidemment, c'est biologique, hein, donc on n'en a pas sur Mars. Et on est obligé donc d'avoir de l'énergie typiquement solaire et donc renouvelable. On va voir aussi, il faut contrôler l'air, bien entendu, parce qu'on ne peut pas respirer à l'extérieur, donc on est obligé de s'enfermer dans des bâtiments pressurisés. Il faut de l'eau. Alors, on a de la glace, on va pouvoir avoir de l'eau, mais ce n'est pas si simple. Il faut de la nourriture, il faut fabriquer des objets. Et quand on y regarde un petit peu de près, et je vais développer cet axe dans ma présentation, on a besoin de minimiser les besoins, parce qu'on ne peut pas, évidemment, envoyer tous les jours un vaisseau spatial vers Mars. Il faut donc pouvoir produire localement et minimiser les besoins. Il faut zéro pollution, notamment au niveau de l'air, mais pas que, on le verra. De l'énergie renouvelable. Et en fin de compte, je vais vous montrer qu'en vérité, les problématiques d'écologie et de développement durable sont au cœur de cette problématique. Alors, regardons un petit peu l'air. Alors, bien sûr, il faut éliminer les gaz carboniques. Quand on respire, on rejette du gaz carbonique. Et donc, il faut l'éliminer. On peut le faire grâce aux plantes. On peut aussi le faire par filtrage. Il existe tout un tas d'outils chimiques ou même mécaniques, on va dire, pour éliminer le gaz carbonique. Il faut aussi produire l'oxygène, bien entendu, pour pouvoir respirer. Pour les plantes, par les plantes plutôt, on peut aussi le produire par électrolyse de l'eau. Il faut contrôler la pression, la température, l'humidité. Et puis surtout, il faut zéro pollution. On ne peut pas, comme sur Terre, ouvrir la fenêtre ou la porte pour aérer un petit peu la maison. Donc, évidemment, on est obligé de contrôler, bien notamment, tous les contaminants que sont, par exemple, les COV. COV, c'est les composés organiques volatiles, mais aussi des composants à base de soufre ou tout un tas de particules qui sont nocives et qu'il faut éliminer. Donc, on est obligé d'avoir une ventilation forcée, des filtres, et à noter, par exemple, qu'il y a le filtre qui s'appelle HEPA, est en vente à l'heure actuelle dans les magasins et vient en fait de l'industrie spatiale. Donc, on a évidemment cette problématique du contrôle de l'air dans les bâtiments qui est extrêmement importante. En ce qui concerne l'eau, je l'ai dit, il y a beaucoup de masses d'eau. Il y en a aussi dans le sous-sol de Mars. Donc, ce n'est pas un problème de quantité, il y en a énormément. Mais par contre, ce n'est pas une rivière. Il faut aller la chercher, l'eau, enfin plutôt la glace, la ramener dans le bâtiment, la faire fondre. C'est extrêmement fastidieux. Et donc, c'est difficile à exploiter. Et si c'est difficile à exploiter, eh bien, il faut privilégier, bien entendu, le recyclage de l'eau. Et par conséquent, alors on sait faire, il y a des systèmes, par exemple, de la Station spatiale internationale, il faut récupérer même jusqu'à la vapeur d'eau, si vous voulez qu'on expire, récupérer l'eau de lavage, récupérer l'eau contenue, pourquoi pas aussi dans l'urine, il faut traiter, purifier et réinsérer tout ça dans le circuit d'eau potable. On sait faire, c'est un peu complexe, mais on sait faire et il faut le faire, il faudra le faire. Mais en tout cas, ce que je voulais ici vous montrer, c'est que vous voyez, cette problématique du recyclage de l'eau et faire très attention donc, à cette gestion de l'eau, c'est aussi évidemment une problématique très importante sur Terre. Comment se nourrir? Alors, comment se nourrir? Bien sûr, la première idée, c'est d'avoir des cultures hydroponiques. Donc, on peut effectivement, sous serre, des serres bien fermées, pressurisées, et donc planter, en tout cas avoir une culture donc hydroponique, c'est-à-dire on est la plante dans un substrat et avec de l'eau qui coule dans le substrat,
et avec tous les ingrédients qu'il faut pour nourrir la plante. Donc, c'est une façon de procéder. Cependant, si on fait comme ça, et même quelle que soit la manière de faire, de toute façon, on n'a pas beaucoup on n'a pas de terre sur Mars. Il faudrait toute la fabriquer. Et on a un gros problème concernant le recyclage des déchets organiques. Beaucoup de déchets organiques, mais qu'en faire? Eh bien, nous sommes obligés d'y réfléchir de manière claire pour qu'on puisse exploiter au mieux tous ces déchets. Et on aura sans doute des écosystèmes dédiés avec, pourquoi pas, des composeurs, enfin tout ce qu'il faut pour recycler les matières organiques. Question importante aussi, c'est l'énergie. Alors, je l'ai dit, pas d'hydrocarbures sur Mars, pas d'uranium non plus. Enfin, en tout cas, on n'en a pas découvert. Il est peu probable qu'il y en ait, en tout cas, des mines exploitables, si vous voulez. Alors, eh bien, on est obligé d'avoir des énergies renouvelables. Et comme le solaire, typiquement, le solaire, on pense au photovoltaïque, mais pas que. On verra qu'il y a d'autres idées pour exploiter le solaire. L'éolien est très faible sur Mars. Il y a une petite atmosphère. On peut avoir, pourquoi pas, exploiter l'énergie éolienne, mais enfin, c'est assez faible. L'énergie géothermale, certains disent que ça pourrait peut-être exister, enfin, on pourrait l'exploiter. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, on n'a pas, le sous-sol de Mars est plutôt froid, il n'y a pas de source chaude facile à exploiter. Et puis, bien entendu, eh bien, d'ailleurs, on a vu avec la présentation de tout à l'heure, il y a aussi la problématique du stockage. Alors, ça peut être des batteries, ça peut être un stockage mécanique, donc thermique, électrique, il y a tout un tas de possibilités, même biologiques, pourquoi pas, avec des arbres ou la biomasse. Donc, c'est en tout cas totalement d'actualité. Ce que je voulais vous montrer, parce qu'il y a aussi dans cette problématique d'avoir des fours sur Mars, pour l'industrie en particulier, et sur Terre, en fait, on n'exploite pratiquement pas, mais il existe des fours solaires où on concentre les rayons lumineux, si vous voulez, au même endroit pour obtenir une température de grande température et donc avoir la possibilité de faire fondre tous les matériaux qu'on veut et donc avoir un four solaire, tout simplement. Ici, c'est celui d'Odelo dans les Pyrénées. Et on pourrait exploiter ce genre de technique pour avoir des fours sur Mars. C'est une possibilité, en tout cas, plutôt que de faire des conversions, c'est-à-dire faire des panneaux photovoltaïques et donc l'électricité et après un four électrique. On peut aussi, bien entendu, mais il y a d'autres solutions qui sont tout à fait intéressantes. Enfin, je voulais aussi terminer cette partie énergie par le fait que, vous voyez, là encore, en tout cas, on se pose la question de la problématique énergétique sur Mars sans hydrocarbures, notamment. Et autre point important, l'industrie. Alors, d'abord, il y a du sable sur Mars, il y a des dunes de sable. Dans le sable, il y a de la silice, et la silice, eh bien, c'est ce qui permet de faire du verre, et des panneaux solaires d'ailleurs aussi. Donc, en fait, déjà, on peut fabriquer des objets en verre. Il y a de l'hématite sur Mars. D'ailleurs, Mars est orangé parce qu'il y a justement de la rouille en fait, sur Mars, et donc en fait du fer, des minerais de fer exploitables. Peut-être pas facilement exploitables, mais en tout cas, on peut en faire du fer. Et puis, on a aussi du gaz carbonique dans l'atmosphère, et je vous l'ai dit, il y a de la glace d'eau. Eh bien, CO2 et H2O, c'est la base de la chimie organique. Donc, on peut faire des molécules très complexes organiques. C'est aussi un point extrêmement important. Cependant, donc ça, c'est un petit peu la base, mais il n'y aura pas de quincaillerie, évidemment, au coin de la rue sur Mars. Et ça nous oblige à revoir totalement, si vous voulez, notre façon de concevoir les objets. Et si sur Terre, on peut se contenter, je dirais, de jeter à la poubelle la machine qui ne marche plus et d'en acheter tout de suite une autre au coin de la rue, eh bien, ce n'est pas possible sur Mars. Et on sera obligé, évidemment, surtout au début, où il y aura une toute petite industrie, microscopique industrie, imaginez 100 personnes, 1000 personnes, évidemment, l'industrie sera très, très petite. Eh bien, nous serons obligés, en fait, de faire très attention, d'avoir une robustesse maximale, parce qu'on ne pourra pas ramener de la Terre tout le temps des objets facilement. Donc, robustesse maximale, réutilisabilité aussi, évidemment, on sera faire très attention à la réutilisabilité, même au recyclage pratiquement de tous les petits outils. Un boulon sera sans doute un élément extrêmement important. On n'aura pas, encore une fois, la possibilité d'aller chercher un nouveau boulon à la quincaillerie d'à côté. Et donc, tous les objets, même tous les petits objets, devront être recyclés au mieux. Et bien, tout ça, ce sont les principes généraux de l'éco-conception. Et bien, donc, finalement, vous voyez, là encore, en ce qui concerne l'industrie, on est obligé, si on envisage de rester sur Mars, de se poser la question véritablement de l'éco-conception.
c'est-à-dire donc de recycler au maximum la robustesse, la réutilisabilité, autant de principes qui sont pratiquement abandonnés pour beaucoup sur Terre, tellement il est facile d'aller chercher un objet neuf pour remplacer l'ancien. Et l'humain, dans tout ça, alors bien entendu, il y a des architectes qui travaillent sur de tels sujets, beaucoup d'architectes même d'ailleurs sur les problématiques d'habitat martien, et évidemment le bien-être est essentiel, hein, c'est évident, donc il faut concevoir des bâtiments, des habitats qui donnent envie d'y vivre, parce que bien sûr, en plus on sera un petit peu confiné, si vous voulez là-bas on peut sortir en scaphandre, peut-être avec des véhicules pressurisés, on pourra aussi aller se balader peut-être sur Mars, mais malgré tout, ça sera quand même relativement confiné, on ne pourra pas sortir à l'air libre facilement, enfin on ne pourra pas sortir à l'air libre, pas en scaphandre, et donc voilà, on est obligé de penser évidemment au bien-être et avoir des habitats où on souhaite y vivre. Ensuite, dernier point important, quelles activités, quelle organisation? Donc ça c'est l'humain au sens large. Eh bien, les activités quotidiennes, bien sûr, seront sur Mars, hein, c'est-à-dire qu'il faudra se laver, il faudra s'habiller, préparer les repas, se reposer, communiquer, tout ça, ce sont des activités normales. Il faudra aussi penser à élever et éduquer les enfants. En tout cas, si on envisage de rester durablement sur Mars, on ne peut pas ne pas envisager d'élever des enfants. Donc, mais avec tout ce que ça amène comme contrainte et comme impératif d'aider évidemment les enfants à grandir dans de bonnes conditions. Autre point très important, c'est qu'il y aura sans doute donc des petits groupes, hein, il n'y aura pas toute une population, enfin surtout au début, hein, mettons, vous voyez, 100 personnes, 1000 personnes, donc des petits groupes, et en plus relativement confinés, il n'y aura pas la possibilité d'aller dans des habitats pressurisés, il n'y aura peut-être pas des grandes villes, au début en tout cas, encore une fois, et par conséquent, la vie sociale sera fondamentale. Évidemment, on sera obligé de penser sérieusement à toutes les activités et à s'entraider, à vivre ensemble pour éviter évidemment de vivre misérablement tout seul, en plus dans un endroit confiné comme Mars. Il faudra se préoccuper de certains points évidemment très importants du point de vue de la médecine, notamment les préventions et les risques liés aux radiations, mais aussi hein, tout un tas de problèmes complexes, problématiques complexes, prise en charge des personnes âgées, les handicapés, tout ça, ce sont des choses évidemment aussi à prendre en compte. Autre point extrêmement important, c'est l'organisation sociale et administrative, c'est-à-dire définir qu'est-ce qui sera commun à tous les gens, qu'est-ce qui sera privé. Est-ce qu'on aura un habitat personnel ou est-ce qu'on va vivre en petits groupes? Est-ce qu'il y aura, par exemple, une cantine pour tout le monde ou est-ce que chacun aura sa cuisine et sa salle à manger? Oui, tout un tas de questions. Et les véhicules aussi. Est-ce qu'on chacun aura son véhicule ou est-ce qu'on va partager les véhicules? Donc, le problème du partage est un point assez important. Et sans doute que si on veut avoir une vie sociale importante, il faudrait que le partage soit maximisé. Et puis aussi, bien sûr, qui décide de quoi? C'est-à-dire, en fait, comment sont prises les décisions? Est-ce que c'est centralisé? Est-ce qu'il y a la subsidiarité? Et puis aussi, comment est-ce qu'on organise la police, la justice? S'il y a un meurtre sur Mars, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra évidemment prendre en compte tous ces points-là. Et alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets, hein, de toute façon. Ce que je voulais vous montrer, en tout cas, à travers toutes ces questions, c'est que ça nous amène quelque part, finalement, à imaginer une nouvelle société, pratiquement, dans des conditions aussi qui sont un peu particulières, mais l'éco-conception, je vous l'ai dit, le développement durable, tout ça, ça fait partie, finalement, des questions qui sont aussi très prenantes sur Terre, très importantes sur Terre. Donc, en conclusion, moi, je reviens surtout sur la problématique de la pollution et du développement durable de l'écologie, hein, au sens large. Je vous l'ai dit, donc, air, zéro pollution, c'est obligatoire. De l'eau, il faut la recycler. Écosystème très fragile, il faut un contrôle impératif de l'écosystème. L'énergie, on n'a pas le choix, ça doit être renouvelable. Et puis, l'industrie sera minuscule et isolée. Il faudra penser à l'éco-conception pour optimiser les cycles de vie. Et bien, tout ceci, quelque part, nous amène à conclure que la préparation à l'établissement de bases permanentes sur Mars, et bien, quelque part, ça nous prépare peut-être aussi pratiquement au futur sur Terre. Voilà. Merci de votre attention.
Alors, oui, j'ai donc des questions. Alors, si l'on parle d'enjeux permanents, serait-il envisageable, rentable énergétiquement, de concevoir un environnement sous cloche respirable? Alors, sur Mars, j'imagine. Donc, eh bien oui, c'est tout à fait faisable, hein. Effectivement, c'est un petit peu la base, c'est d'avoir un système énergétique alors, composé par exemple de panneaux solaires, et puis de systèmes aussi, on peut aussi avoir du méthane, on peut fabriquer du méthane aussi sur Mars. Enfin, en tout cas, on peut stocker peut-être aussi avec des batteries. Donc, en fait, on peut avoir en tout cas un système énergétique, ça c'est la base. Ensuite, on peut avoir un dôme, par exemple, sous lequel on pourrait développer un sol. Alors, le sol, il faut le faire de A à Z, le sol, hein, parce qu'un sol sur Terre, ça prend du temps. Il faut notamment des déchets organiques, mais aussi des petits animaux, qu'on appelle des décomposeurs, pour pouvoir décomposer les déchets organiques et que ça puisse être exploité justement par des plantes aussi, par exemple. Donc, tout ça, il faut le créer, enfin, c'est faisable. Et on peut donc avoir un environnement sous cloche, alors à partir donc de plantes, mais après, il faudra quand même, parce que le problème des plantes et de manière générale d'un écosystème, c'est que ça peut diverger. Il y a eu des expériences sur Terre comme ça qui ont été un peu malheureuses, où on a mis sous cloche, effectivement, tout un écosystème, et ça a fini par diverger. Il n'y avait plus assez d'oxygène dans le dôme, et donc il faut contrôler de manière claire, de manière précise tout ça. On ne peut pas se permettre que le taux d'oxygène descende à 16 ou 17%, si vous voulez. Il faut qu'on reste à des taux acceptables. Et alors c'est faisable, mais donc pour s'en assurer, il est préférable sans doute d'avoir des systèmes chimiques qui vont contrôler tout ça. D'abord, on contrôle effectivement la quantité d'oxygène, et puis si jamais il n'y en avait pas assez, eh bien, on pourrait utiliser par exemple l'électrolyse de l'eau pour apporter un complément. Donc en fait, on a l'écosystème qui ferait peut-être l'essentiel du boulot, mais donc les plantes qui produisent de l'oxygène, qui enlèvent le gaz carbonique, très bien, mais on a aussi donc, cette possibilité avec des systèmes chimiques de contrôler, d'assurer qu'en fait, il y a bien la bonne pression, le bon niveau de CO2, d'oxygène, etc. Donc, il n'y a pas d'hydrocarbures sur Mars, oui. S'il y en avait, ce serait impossible à exploiter. Bon, de toute façon, en tout cas, il n'y en a pas. Donc, effectivement, en tout cas, il n'y en a pas, parce que donc, les hydrocarbures sont d'origine biologique, tout simplement. Donc, il n'y en a pas sur Mars, c'est sûr. Et effectivement, il faut aussi des moyens énormes pour exploiter tout ça. Alors, comparaison entre la Lune et Mars. Alors ça, c'est un point très compliqué et même pratiquement, je dirais qu'il y a vraiment deux communautés pratiquement différentes, enfin même complémentaires en réalité, on se connaît même tous. Mais alors, je vais le dire un peu franchement, je pense que si on devait rester sur la Lune quelques jours, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'aller sur la Lune que sur Mars. Cependant, d'un point de vue énergétique, au niveau des fusées, il est pratiquement, c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut autant de carburant pratiquement pour aller sur la Lune que sur Mars. La grosse différence, bien entendu, c'est qu'il faut emporter beaucoup plus de nourriture et de choses pour tenir. Je vous l'ai dit, il y a 1000 jours à tenir. Donc 1000 jours à tenir pour une mission martienne, évidemment, ce n'est pas pareil que pour la Lune. Ou souvent, on peut se contenter d'une semaine, par exemple, pour l'aller-retour à la Lune. Donc, si on devait tenir 1000 jours sur la Lune, enfin faire un aller-retour pour 1000 jours, eh bien, pratiquement, il faudrait les mêmes quantités de carburant, et à cause du nombre de choses à emporter. Et en tout cas, c'est une problématique à peu près similaire. Alors, la différence, finalement, sur le long terme, c'est quoi? Ben, sur le long terme, eh bien, c'est les ressources. C'est-à-dire qu'en fait, sur Mars, il y a beaucoup de glace, d'eau. Eh bien, donc, c'est relativement facile à exploiter. Sur la Lune, on pense qu'il y a effectivement un peu de glace, mais c'est au pôle Nord spécifiquement, et donc ça nous obligerait déjà à aller là-bas. Et en plus, en quantité qui reste à déterminer, donc ce n'est pas évident. Et après, il y a d'autres problèmes très complexes, du style, sur la Lune, la durée du jour, c'est 28 jours, cycle jour-nuit, 28 jours, si vous voulez, et ça, c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire qu'en fait, 14 jours de nuit et 14 jours de soleil, si vous voulez, ce n'est pas facile à gérer pour les plantes ou même pour l'humain. Imaginez 14 jours, par exemple, on passe le soleil pendant 14 jours. Donc ça, c'est compliqué. Et en plus, donc, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune.
donc pas de gaz carbonique. Et le gaz carbonique, c'est aussi intéressant, c'est une ressource. Bref, enfin voilà, si on fait un petit peu le compte des ressources, si vous voulez, c'est plus facile sur Mars parce qu'il y a un peu plus de ressources, notamment pour l'atmosphère, comme je viens de le dire, et puis la glace, et puis même aussi le silicium, hein, par exemple, aussi, s'il y a du sable, des dunes de sable sur Mars, à ma connaissance, il n'y en a pas sur la Lune. Il y a peut-être aussi du silicium, bien sûr, mais pas aussi facilement exploitable que sur Mars. Pareil pour le fer. Enfin, pareil, voilà. Donc, en fait, c'est juste uniquement une question de ressources sur le long terme. Pour pouvoir exploiter les ressources locales, ce serait plus facile sur Mars. Et donc, autant si on pense à tenir uniquement une centaine de jours sur la Lune, bon, c'est plus facile pour la Lune. En plus, il y a la proximité. Hein, si il y a un problème, on peut revenir beaucoup plus vite, bien entendu. Mais sinon, en tout cas, c'est plutôt Mars qui serait plus facile où il serait plus facile d'établir une base permanente. Alors, autre question. Combien d'autres planètes habitables par Mars à ce jour? Alors, l'habitabilité, c'est un concept à géométrie variable, si je puis dire. Donc, c'est a priori, par exemple, Vénus, c'est peu habitable, mais il y a des gens qui en parlent sérieusement, qui disent, oui, peut-être que, tiens, on pourrait vivre dans l'atmosphère de Vénus, dans des ballons, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui imaginent plein de choses. Hein. Donc, en fait, l'habitabilité, encore une fois, c'est une notion complexe. En tout cas, Mars semble être celle qui est la plus facile, d'abord la plus proche. Après, il y a peut-être Titan. On pourrait se poser la question aussi sur Europe, satellite de Jupiter, Titan, satellite de Neptune. Donc, c'est peut-être plus compliqué quand même, hein, sur ces astres-là. Il y a les radiations, il y a tout un tas de problèmes. Titan est assez intéressante parce que c'est un gros astéroïde, un gros satellite de Saturne, et il y a beaucoup de méthane dans l'atmosphère. Ce n'est pas respirable du tout, hein, mais la méthane, c'est intéressant à exploiter du point de vue énergétique. Donc, ma foi, il y a des choses qui sont faisables à voir. Hein. Sur le très long terme, ce sont des candidats, des planètes potentielles, si vous voulez, où on pourrait éventuellement aller. Alors, ensuite, autre question, comment coloniser une planète? On prend la dernière question, si tu veux bien. D'accord, dernière question. Alors, coloniser une planète implique forcément d'utiliser de nombreuses ressources terrestres. Comment faire dès lors que les ressources manquent sur notre propre planète? Alors, eh bien, justement, d'abord, deux choses. Quand on parle de 1000 personnes, par exemple, 1000 personnes, les ressources, les besoins de 1000 personnes par rapport à 10 milliards d'habitants, c'est pratiquement négligeable, on va dire. Donc, ce n'est pas le problème. Bien entendu, mais justement, hein, le but du jeu, de toute façon, on peut envoyer, si vous voulez, par exemple, que 100 tonnes à la fois avec une grosse fusée. Alors, 100 tonnes à la fois avec une très grosse fusée, c'est peanuts, c'est rien, 100 tonnes. Donc, il faudrait des milliers de fusées. On ne va pas envoyer des milliers de fusées facilement vers Mars. Donc, finalement, non, ce n'est pas beaucoup à la fois. Et donc, la question, c'est comment on devient autonome sur Mars, tout simplement. Ça, c'est la vraie question. Et donc, en fait, j'explique quelques points. On peut avoir des systèmes énergétiques et on peut aussi avoir des processus industriels. Et petit à petit, on peut donc se passer de plus en plus des choses qui viennent de la Terre. Maintenant, après, on peut aussi quand même continuer à avoir des choses qui viennent de la Terre et puis faire des échanges. Hein. Après, comme tout pays, à un moment donné, aime bien avoir des échanges commerciaux avec un autre pays, eh bien, on pourrait aussi avoir des échanges commerciaux entre la Terre et Mars, mais des petits échanges, des tout petits échanges, parce que si ça se compte en centaines de tonnes, vous voyez, ce sera vraiment très, 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 très faible. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, l'objectif, donc, c'est de devenir autonome sur Mars. Voilà. Merci.